Imaginez un été en Alaska, une nuit pleine de mystères et une disparition qui reste irrésolue depuis des décennies. Erin Gilbert, une jeune femme pleine de rêves, a mystérieusement disparu sans laisser de traces. Dans cette vidéo, nous plongeons dans l'une des affaires non résolues les plus intrigantes de l'Alaska, en explorant les preuves, les théories et les secrets entourant sa disparition. Everything's fine, Department. Ma'am, are you still there? Ma'am, are you still there? Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Murders Explained. Aujourd'hui, j'avais envie de vous produire une vidéo bonus et de vous parler de la tragique disparition de Erin Gilbert. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de celle-ci, j'ai regroupé les informations que j'ai pu trouver ainsi que les dernières mises à jour récentes. N'oubliez pas de liker et commenter pour nous soutenir et de vous abonner à la chaîne si notre travail vous plaît. Je remercie aussi toutes les personnes qui rejoignent Murders Explained car on vous lit et on vous voit. Asseyez-vous confortablement et bienvenue dans cette nouvelle disparition vidéo d'Erin Gilbert. Notre histoire prend place en 1994. Erin Gilbert, âgée de 24 ans à ce moment, prend la décision de quitter sa vie précédente pour s'installer à Anchorage en Alaska. Sa sœur aînée et son beau-frère résident déjà dans cette ville et ils lui ont généreusement proposé de l'héberger, ce qu'elle a donc accepté avec enthousiasme. Avant de poser ses valises en Alaska, Erin avait vécu dans plusieurs endroits, notamment à Everett, dans l'État de Washington, ainsi qu'à San Francisco. Ce déménagement représente donc pour elle une opportunité excitante de renouer avec sa famille tout en découvrant un nouvel horizon. L'Alaska, particulièrement en été, est réputée pour des paysages époustouflants et sa nature sauvage. Dès son arrivée, Erin est émerveillée par la beauté de cet État et par l'atmosphère qui y règne. À Anchorage, elle avait découvert une ville animée, riche en sentiers de randonnée, en activités de plein air et en événements culturels. La diversité des choses à faire et à voir semblait infinie. Et donc, encore une fois, elle était enthousiaste. Erin avait été impressionnée par la richesse culturelle de la ville, qui abrite le plus grand nombre d'artistes et de musiciens de tout l'Alaska. Et en plus de son dynamisme, Anchorage offre de nombreuses attractions touristiques, des restaurants variés, une faune abondante, ainsi que des glaciers majestueux qui attirent tous les regards. Erin, pleine de jeunesse et de rêves, voit cette nouvelle aventure comme le début d'un chapitre prometteur de sa vie. L'idée de vivre dans un tel environnement, propice à l'exploration et à la découverte, la remplit d'un profond enthousiasme. La promesse de nouvelles expériences là-bas, combinée à la perspective de moments précieux passés avec ses proches, fait de ce déménagement une étape clé pour elle. Donc Erin emménage chez sa sœur Stephanie et son beau-frère qui vivaient avec leurs jeunes enfants sur la base militaire de JBER. Joint Base Elmendorf-Richardson. Mais c'est plus facile de dire JBER. Le mari de Stephanie y était affecté et cette installation sur la base offre à Erin un environnement structuré et familial. Malgré ces circonstances, elle nourrit de grandes ambitions pour l'avenir. Elle rêve de devenir écrivaine tout en envisageant de s'inscrire dans une école de cosmétologie pour élargir ses horizons personnels et professionnels. Peu de temps après son arrivée, Erin a de la chance. Elle trouve un emploi grâce à un ami de sa sœur qui cherchait une nounou. Cette opportunité lui permet de commencer à économiser de l'argent qu'elle projetait d'utiliser pour financer sa formation en cosmétologie. Ce premier pas vers l'autonomie financière représente pour elle une avancée significative dans la poursuite de ses rêves. Nous sommes en juin 1995. Erin décide de sortir pour profiter d'une soirée en ville et elle se rend dans un bar bien connu d'Anchorage, Chilkoot Charlie's. Ce lieu, très prisé à l'époque, a une réputation historique. Il ouvre ses portes en 1970.
Et avant de devenir Chilkoot Charlie's, l'établissement s'appelait The Alibi Club, ce qui témoigne déjà d'une histoire dans la vie nocturne d'Alaska. Bien que ce bar ait disparu aujourd'hui, remplacé par Coots, ça reste un endroit emblématique pour des soirées au style typiquement alaskais et des multiples salles qui offrent une expérience unique que beaucoup de visiteurs et de locaux apprécient. Pour Erin, cette soirée est une occasion de s'immerger dans la culture d'Anchorage et de s'accorder un moment de détente. Les lieux comme celui-ci représentent un mélange d'histoire locale, de divertissement et donc un symbole de l'esprit vivant et communautaire de la ville. Bon bref, pendant sa soirée au Chilkoot Charlie's, Erin fait la connaissance d'un homme qui s'appelle Dave Combs. Le courant passe bien entre eux, ils échangent leur numéro de téléphone. Et d'ailleurs, Erin avait confié à Dave qu'elle vivait à Anchorage depuis l'été précédent, mais qu'elle connaissait encore très peu de monde. Cette confession renforce leur complicité, et donc ils prévoient de se revoir pour un rendez-vous, un date, le 1er juillet. Le jour venu, Dave arrive chez Erin vers 16h pour venir la chercher. Sa sœur Stéphanie est présente à ce moment-là et elle a pu apercevoir Dave. Le fils de 4 ans de Stéphanie, dans un élan de prévoyance enfantine, avait conseillé à Erin d'emporter son téléphone portable avec elle. Mais Erin, convaincue qu'elle serait partie pour quelques heures, rien de plus, avait refusé de prendre son téléphone. Pour leur rendez-vous, Erin et Dave s'étaient rendus à la Gearold Forest Fair, un événement local organisé à environ 50 km au sud d'Anchorage. C'était une foire en fait qui était connue pour une ambiance festive où on avait de la musique, de l'artisanat, des activités familiales, tout ça dans un cadre naturel assez enchanteur. Erin semble enthousiaste à l'idée de cette sortie et donc on pense qu'elle va vraiment se divertir et ramener pas mal de bons moments à la maison. Malheureusement, ce rendez-vous prend une tournure tragique. Erin n'est jamais revenue de la Gearold Forest Fair ce jour-là. À un moment donné de la soirée, elle a disparu, sans laisser une seule trace. Depuis ce 1er juillet 95, personne ne l'a revue, personne n'a entendu parler d'elle. Son absence a marqué le début d'un mystère déchirant pour sa famille, pour ses proches, ce qui plonge tous ceux qui l'aiment dans une incertitude et une angoisse. Évidemment, on a posé la question à Dave et selon son récit, ils étaient restés à la foire jusqu'à environ 18h. L'événement devait être très agréable, on avait eu beaucoup d'activités, on a eu de la musique en live, des stands de nourriture, ils ont pu tester plein de trucs, un café en plein air et de nombreuses distractions. Selon Dave, cette ambiance festive semble avoir enchanté Erin et le rendez-vous s'est déroulé dans une atmosphère détendue. En fin d'après-midi, ils décident de repartir vers Anchorage. Cependant, en revenant à leur voiture, Dave découvre qu'il avait laissé les phares allumés, ce qui a complètement déchargé la batterie de la voiture. Face à la situation, il demande à Erin de rester près du véhicule pendant qu'il va chercher de l'aide auprès d'un ami qui habitait non loin. Il se met alors en route, mais les choses ne se déroulent pas comme prévu. Après avoir erré pendant environ 2 heures sans réussir à localiser son ami, il finit par rebrousser chemin et retourne vers la voiture. À son retour, Dave est surpris et inquiet de constater que Erin n'est plus là. Selon lui, elle était partie, probablement frustrée ou en colère après avoir attendu 2 heures. En espérant la retrouver, il avait tenté de redémarrer sa voiture, et cette fois, il y arrive. Mais au lieu de rentrer directement, il choisit de retourner à la foire. Il se promène sur le site, il scrute la foule, il recherche Erin, mais en vain. L'endroit se vide peu à peu et il ne la voit nulle part. Ce n'est qu'à 1h du matin, après des heures de recherche, que Dave abandonne tout espoir de la retrouver. Erin semble s'être volatilisée. Ce qui avait donc commencé comme un date prometteur se transforme en mystère inquiétant, laissant Dave, ainsi que la famille d'Erin, face à de nombreuses questions sans réponse. Quelques heures plus tard, à 7h du matin, Dave contacte la sœur d'Erin, Stéphanie, pour lui demander si Erin est rentrée chez elle après le rendez-vous. Il voulait vérifier si elle avait retrouvé son chemin et si elle était rentrée en toute sécurité. Stéphanie est stupéfaite par la question et se rend donc compte que Erin a disparu. Cette annonce inattendue a immédiatement éveillé les inquiétudes. Stéphanie savait que Erin n'avait
aucune raison de s'enfuir ou de disparaître volontairement, surtout à ce moment crucial de sa vie. Elle était sur le point de commencer sa formation dans quelques semaines, un projet qu'elle avait soigneusement planifié et qui représentait vraiment un pas important pour la réalisation de ses rêves. Ce qui avait troublé Stéphanie, c'était l'attitude de Dave. Elle le trouvait un peu détaché, presque indifférent à la situation, alors même qu'il venait de perdre Erin de vue la veille et qu'il n'avait pas de nouvelles. Il exprimait ni panique réelle, ni inquiétude, ce qui contraste fortement avec la gravité de la situation. Stéphanie, profondément préoccupée, a immédiatement craint que quelque chose de grave soit arrivé à sa sœur. Sans perdre une minute, Stéphanie et d'autres membres de la famille se sont rendus à Girdwood pour participer aux recherches. Ils ont exploré les terrains de la foire, scrutant chaque recoin. Ils ont même fouillé les bois aux alentours dans l'espoir de trouver Erin ou une trace d'elle, une preuve, quelque chose. Mais malgré tous leurs efforts, les recherches sont restées vaines. La famille, désemparée, a alors décidé de solliciter l'aide du personnel du festival. Ils ont demandé que le nom d'Erin soit annoncé sur scène, espérant que quelqu'un qui a vu ou entendu quelque chose pourrait les guider. L'annonce publique a attiré l'attention des participants. Ça a créé une prise de conscience collective de la disparition. Malgré cet effort, aucun témoin n'est venu apporter des informations concrètes. Donc l'inquiétude de la famille, elle ne fait que grandir à mesure que les heures passent sans la moindre piste, transformant la recherche en véritable épreuve d'angoisse. D'après les premiers rapports, plusieurs témoins ont confirmé avoir vu Dave et Erin à la foire le soir du rendez-vous. Certains ont même remarqué le couple se promenant dans le parc, tandis qu'un autre témoin a affirmé les avoir vus ensemble au café en plein air aux alentours de 18h. Ces témoignages jouent un rôle crucial dans l'enquête, car ils valident la présence d'Erin à la foire et ils montrent que apparemment, elle a vraiment disparu suivant les informations que Dave a données. Cependant, un article publié dans le Anchorage Daily News le 23 juillet 1995 a apporté une nuance importante à l'affaire. Les Alaska State Troopers, qui avaient interrogé un nombre assez conséquent de témoins, ont révélé une contradiction intrigante. Bien que Dave a affirmé qu'après être retourné à son véhicule, il a passé 2 heures à marcher dans la foire, aucun témoin n'a pu confirmer l'avoir vu errer dans le parc à ce moment-là. Pourtant, je suis désolé, quelqu'un qu'on a remarqué un peu auparavant qui circule pendant 2 longues heures dans une foire à la recherche de quelqu'un d'autre, ça se remarque. Donc cette absence de corroboration est assez troublante. Si Dave a effectivement passé des heures à demander des informations sur Erin, il aurait été logique qu'au moins une seule personne se souvienne de l'avoir croisé ou d'avoir entendu ses appels. Pourtant, malgré la foule présente ce soir-là, les enquêteurs n'ont trouvé personne pour appuyer cette partie de son récit. Donc on peut se poser une question, est-ce que Dave n'a pas finalement raconté que ce qu'il voulait raconter? Cette incohérence a suscité des interrogations sur les actions de Dave après qu'il ait découvert qu'Erin n'était plus près de la voiture. Alors que ses déclarations semblaient alignées avec certains témoignages initiaux, l'absence de preuves qu'il a apparemment cherchées dans la foule soulève quelques doutes. Ce détail a poussé les enquêteurs à examiner de plus près toute la chronologie de la soirée et à apporter des investigations poussées pour comprendre ce qui a réellement pu se passer entre 18h et les heures qui ont suivi. Lorsque Erin n'est jamais rentrée le 2 juillet, Stéphanie, elle a réagi. Elle a été inquiète, elle a été bouleversée et c'est elle qui a contacté la police au premier lieu. Elle signale sa sœur comme disparue. En parallèle, Stéphanie avait également contacté une chaîne de télévision locale. Elle a décidé d'envoyer une photo d'Erin en demandant si elle pouvait être diffusée pour sensibiliser davantage les gens à sa disparition. Vous le savez, quand on parle d'affaires de disparition, les premiers moments sont cruciaux. Donc Stéphanie mettait tout en œuvre afin qu'on ait des nouvelles. Stéphanie est déterminée pour retrouver sa sœur et à ce que cette disparition ne soit pas ignorée, prise à la légère et surtout résolue rapidement. Au cours des jours qui ont suivi, la police a intensifié ses efforts pour retrouver Erin. Ils ont déployé des chiens spécialisés, ils ont utilisé des hélicoptères pour fouiller la région autour de Girdwood et les environs. Chaque recoin a été inspecté avec minutie dans l'espoir de retrouver une trace de la jeune femme. Cependant, malgré ces recherches approfondies, aucune preuve n'a jamais été retrouvée. Et Erin
semble toujours avoir disparu, sans laisser la moindre trace. En apprenant ça, sa famille, dévastée et toujours sans réponse, continuait à se battre pour obtenir des informations. Mais les jours passent et se transforment en semaines, et la réalité reste la même. Erin a disparu. Nous avons très peu parlé d'elle, donc laissez-moi un peu vous la décrire. Erin Marie Gilbert, âgée de 25 ans, est née le 4 mai 71. Ceux qui la connaissaient se rappellent d'elle comme une femme douce, confiante et passionnée. Erin avait toujours été une grande amatrice de lecture et elle nourrissait le rêve de devenir romancière. Elle était également extrêmement athlétique. Elle était assez grande, elle mesurait 1,80 m, elle jouait du basketball et elle adorait courir pour maintenir sa forme physique. Au niveau des descriptions physiques, justement, comme je viens de le dire, elle mesurait 180 cm et pesait 65 kg. Elle avait des cheveux bruns, courts, qui étaient coupés un peu en style bob carré, et ses yeux d'un joli brun noisette qui reflétaient souvent sa personnalité chaleureuse et pétillante. Le jour de sa disparition, elle portait un jean noir, des bottes de montagne, une veste en cuir noire et une chemise rayée noire et blanche. Je ne sais pas si cette description pourra aider à ce jour, mais je préfère la donner. 3 semaines après sa disparition, un groupe impressionnant de plus de 50 personnes s'est rassemblé pour fouiller tout le champ de la foire, tous les bois environnants, dans l'espoir de retrouver ne serait-ce qu'un indice. Évidemment, parmi eux se retrouvaient des membres de la famille, mais aussi des bénévoles engagés et des Alaska State Troopers, les enquêteurs, déterminés à ne laisser aucune pierre non retournée. L'intensité de la recherche reflète l'importance du mystère de la disparition et une volonté collective de fouiller chaque recoin et d'avoir des nouvelles. Stephanie s'était fermement prononcée sur la disparition de sa sœur. Dans une interview poignante, elle avait dit, je cite, « Quelqu'un ne se contente pas d'entrer dans la Girdwood Forest Fair et disparaît. Quelqu'un a probablement vu quelque chose. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de ces indices pour nous aider à résoudre cette affaire. Ce que nous savons, c'est qu'on peut la retrouver. Elle était plus que ma jeune sœur. Et en tant que grande sœur, vous ressentez une responsabilité particulière envers elle. Erin mérite simplement d'être retrouvée. Et nous, en tant que famille, on a besoin de trouver de la paix par rapport à ce qui lui est arrivé. » Stephanie n'a jamais abandonné l'espoir de retrouver sa sœur. Durant la première année suivant sa disparition, elle est retournée tellement de fois à Girdwood, explorant le parc, explorant encore une fois les forêts environnantes, vraiment tout. Elle posait des questions à tout le monde. La région est immense et les conditions météorologiques de l'Alaska rendent la tâche difficile par période. Mais Stephanie refuse d'abandonner. Elle continue de se battre pour sa sœur, convaincue que quelqu'un doit savoir quelque chose. En septembre 1996, Stephanie et sa famille déménagent à Everett, dans le Washington. Rappelez-vous, à un moment, je vous ai raconté que Erin avait habité là-bas. Mais Stephanie s'est quand même engagée à maintenir un lien avec la région d'Anchorage. Elle faisait régulièrement des visites dans la région, elle retournait sur les lieux où Erin avait été vue, elle continuait de chercher à chaque fois qu'elle le pouvait, même des années plus tard. Stephanie ne veut pas perdre espoir. Elle croit fermement que tôt ou tard, elle finira par découvrir ce qui est arrivé à sa petite sœur. Malheureusement, je ne sais pas si vous le savez, on en a déjà parlé, mais l'Alaska est tristement célèbre pour de nombreux cas de disparitions non résolues. L'état expansif et rural offre une pléthore d'endroits isolés où les gens peuvent facilement se perdre. Avec une telle vaste étendue de terre, il existe de nombreuses opportunités de cacher des indices, de cacher des preuves et même de cacher des corps, ce qui rend la tâche difficile. Sur les milliers de cas de personnes disparues en Alaska, certaines personnes choisissent de disparaître volontairement. D'autres deviennent malheureusement victimes de situations malsaines. On est maintenant en 2017. Lors d'une interview, le lieutenant Randy McFerron, un ancien soldat de l'État de l'Alaska, qui avait quitté la retraite pour rejoindre l'unité des affaires non résolues, a évoqué le nombre impressionnant de cas non résolus auxquels il était confronté. Il avait plus d'une centaine de cas, dont celui d'Erin Gilbert. En effet, même avec des années passées, les mystères restent intacts et les familles de nombreuses victimes, comme celle d'Erin, continuent de chercher des réponses. L'unité des affaires non résolues, connue sous le nom d'unité de Cold Case, avait été premièrement fermée en 2015.
Cependant, elle a rouvert quelques années plus tard sous la direction de McFerrin. Son but était de rouvrir d'anciens dossiers, de réexaminer des preuves plus tard, des années vraiment plus tard, et reconsidérer chaque détail dans l'espoir d'apporter justice et vérité aux familles, comme ici avec Erin. Bien qu'il ait circulé de nombreuses spéculations sur ce qu'il s'est réellement passé ce soir-là, McFerrin est très clair. Erin Gilbert est officiellement portée disparue. Et cette affaire n'est pas encore traitée comme un homicide. Les décennies sont passées sans que des preuves ne soient découvertes. Il n'y avait pas de scène de crime, il n'y a pas de témoin direct d'un éventuel crime, on a seulement le mystère profond de sa disparition. Tout ce que les enquêteurs savent, c'est qu'Erin Gilbert a disparu cette nuit-là et qu'aujourd'hui, elle est introuvable, qu'on n'a aucun indice, aucune preuve, rien. Si jamais ces restes sont retrouvés, la police pourrait déterminer si on est sur un cas de mort accidentelle ou d'un acte criminel. Cependant, le corps d'Erin n'est pas retrouvé non plus, on ne sait même pas si elle est encore en vie ou non. Nous sommes sur une affaire en suspens. McFerrin, le lieutenant, espère que malgré le temps écoulé, des témoins pourraient encore fournir des informations précieuses, même plus que insignifiantes finalement, qui pourraient faire avancer l'enquête. Le lieutenant n'avait d'ailleurs pas travaillé sur le cas d'Erin durant les années 90, donc lorsqu'il a repris le dossier, il a dû se plonger dans des montagnes de documents pour tout remettre à jour, mais surtout on avait un œil un peu plus frais qui n'avait jamais vu cette affaire, et donc il aurait pu, je sais pas, avoir une information supplémentaire, mais non. Le cas d'Erin remplit 2 classeurs à 3 anneaux. Chaque classeur contient des milliers de pages d'informations, de rapports, d'entretiens, de documents divers, tout ça qui reflète une disparition des plus inquiétantes de l'Alaska. Lors de l'interview en 2017, l'affaire était toujours ouverte et il continuait d'enquêter activement. Stephanie, la sœur, avait révélé que sa famille n'avait eu aucun contact direct avec McFerrin. Et parlant de Dave Combs, lui, il n'a jamais parlé auprès des médias. En parallèle des nouvelles recherches et au fil des ans, la famille d'Erin a lancé une récompense de 35 000 $ dans l'espoir que quelqu'un se manifeste avec des informations susceptibles de faire avancer l'enquête. Depuis la disparition de Erin, aucun indice n'a permis de la retrouver, de retracer quoi que ce soit. Les années sont passées, mais l'espoir reste vivant. Si Erin est encore en vie aujourd'hui, elle aurait 53 ans. Cependant, sa famille croit fermement qu'elle a été victime d'un jeu déloyal et qu'elle est malheureusement décédée. Malgré cela, il refuse encore de renoncer à sa mémoire et à la quête de justice. Stephanie, la sœur d'Erin, s'est dévouée à maintenir sa sœur présente dans les esprits. Elle a créé des affiches de personnes disparues à travers la région et a également fondé une page Facebook qui s'appelle Finding Erin Marie Gilbert pour rassembler des informations si jamais il peut y en avoir et sensibiliser à la disparition de sa sœur. Cette page est devenue un lieu où la famille, les amis et les bénévoles peuvent partager des souvenirs, des photos et des updates sur l'affaire afin de ne jamais oublier Erin. Malgré les décennies de recherche et d'enquête, le mystère autour de la disparition de Erin Gilbert reste intact. Si vous avez des informations, chaque détail compte. N'hésitez pas à partager l'affaire, même si nous sommes dans un pays étranger, peut-être que quelqu'un sait quelque chose. En tous les cas, c'est comme ça que s'arrête cette disparition inquiétante. J'espère qu'elle était inédite pour vous, ou du moins qu'elle a pu vous apporter certaines informations supplémentaires. N'oubliez pas de liker et commenter pour nous soutenir et abonnez-vous à la chaîne pour découvrir de plus en plus d'affaires criminelles. En ce qui me concerne, je vous laisse là. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. À très bientôt pour une nouvelle affaire horrifique.